Chers amis, bonjour. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors pardon pour la semaine dernière, j'ai eu un emploi du temps très chargé. J'ai pas pu honorer cette vidéo hebdomadaire que je poste sur ma chaîne YouTube. Vous me pardonnerez. Et puis donc pour cette semaine, vous en aurez deux pour le prix d'une. Voilà, j'en profite aussi pour vous présenter le nouveau décor, puisque nous avons changé de studio avec du nouveau matériel. Donc j'espère que vous apprécierez ce nouveau format. Et le format vidéo va également évoluer, puisque très régulièrement, la vidéo en solo laissera place à un entretien avec une personnalité. Je voulais vous dire aussi que je suis habillé tout en noir aujourd'hui, puisque vous savez, depuis hier, le président de la République s'est reçu une gifle. Et évidemment, je condamne fermement cet acte, mais comme les médias matraquent depuis hier comme des malades là-dessus, je me suis dit qu'ils ne vont pas tarder à décréter 3 jours de deuil national, donc j'ai pris les devants et je me suis habillé en noir. Voilà, blague à part, on se retrouve tout de suite pour la première vidéo. Le président de la République a consacré il y a quelques jours une interview fleuve, 20 pages, à un magazine ultra confidentiel de la bobocratie parisienne répondant au doux nom de Zadig. Fondé par un ancien directeur du quotidien Le Monde, ce canard était terrain conquis pour Macron. Il a pu s'y livrer à un exercice de storytelling qui reflète tant l'excellence du style que l'insignifiance du locataire de l'Élysée. Passons sur le parcours assez classique d'un jeune bourgeois provincial, certes talentueux et précoce, mais sans doute plus courant qu'on ne le pense. Papa était professeur de médecine au CHU d'Amiens, maman médecin conseil à la sécurité sociale. Le jeune Macron fait sa scolarité à la Providence, établissement catholique de grand standing de la capitale de la Somme, où le jeune Emmanuel a sans doute peu connu la mixité sociale dont il est, comme vous le savez, devenu le chantre. Puis, terminale au très populaire, je plaisante, lycée Henri IV à Paris, qui figure dans le top 5 des lycées de France. Décidément, les Macron ne se fiaient pas trop à la carte scolaire. Ils n'étaient et ne sont toujours pas d'ailleurs les seuls. Ne nions pas que le parcours académique et professionnel brillant du jeune Amiénois qui, dans la tradition des Rastignac, conquiert très efficacement Paris et son monde. Chapeau l'artiste, pourrait-on dire. Mais le petit couplet provincialiste du président, devenu parisien jusqu'au bout des doigts, sonne un peu creux. Le plus intéressant reste bien sûr sa vision de la France. La crise des Gilets jaunes ? Une jacquerie. Les colères de notre société ? Des peurs moyenâgeuses. C'est étrange d'ailleurs cette façon d'associer les Français d'aujourd'hui à la paysannerie illettrée d'il y a plusieurs siècles. Mais si Macron aime la métaphore, filons-la avec lui. Les jacqueries, révoltes paysannes, s'inscrivaient dans le contexte d'une monarchie absolue qui écrasait de taxes le petit peuple. Dangereuse comparaison, monsieur le président. Réalisez-vous le privilège historique que vous détenez ? Être celui qui a déclenché le plus grand et le plus long soulèvement populaire depuis 1947 ? Pour mémoire, mai 68, comme son nom l'indique, n'a en effet duré qu'à peine un mois. Toujours sur les gilets jaunes, le président répétait à l'envi « Ce mouvement vient de loin », comme pour s'exonérer de cette mesure bout de feu que fut le projet de hausse des taxes sur les carburants déjà écrasantes. Le provincial, tel qu'il se décrit lui-même, ne savait pas qu'en bas, dans les territoires, chez ceux qui ne sont rien, on avait besoin d'une bagnole pour bosser, faire ses courses, conduire les gosses à l'école, aller chez le toubib, voir ses parents et amis. Et comme cette France n'est pas très riche, elle a des voitures plutôt anciennes qui pompent pas mal, même au diesel. Parlons aussi de cette peur qui frapperait les Français, qui, en plus d'être réfractaires, seraient également couards. Emmanuel Macron confond avec d'autres responsables politiques avoir peur et en avoir marre. Et peut-être pour certains en avoir marre d'avoir peur. Les Français n'ont pas la trouille, ils en ont ras-le-bol, voilà la vérité. Nous, Français, avons toujours embrassé le changement, sinon nous ne serions pas, encore et malgré tout, une nation leader dans un monde qui a profondément changé. Mais changer pour le pire, désolé, c'est pas notre kiff. Macron n'est que le dernier avatar d'une élite qui a profondément abîmé la France et à tout point de vue, économique, social et identitaire. Des déficits partout, une dette himalayenne, un chômage de masse lié à une désindustrialisation féroce, une précarité croissante et une colonisation de peuplements alter-identitaires.
Pas étonnant qu'il concentre les critiques. Le moment fort de cette interview tient tout de même dans cette phrase. Je relirai la période que nous vivons à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. C'est l'époque des phénomènes qui forgent le peuple, je dirais même de la réinvention d'une civilisation. Fin de la citation. Étrange réflexion. Si Renaissance française il y a eu, ce fut après la Libération, au cours de ces années de redressement spectaculaire de notre économie, de notre niveau de vie. Une ère de grands travaux qui a maillé notre pays de voies de circulation rapides, avec des milliers de kilomètres d'autoroutes et ce TGV que la Terre entière nous a longtemps envié. L'épopée nucléaire civile, comme militaire, qui nous a fait repasser dans le camp des puissants. Airbus, lancé en 1970, une mise en valeur générale de notre patrimoine avec la multiplication des musées, mais aussi d'innombrables rénovations, si bien popularisées par l'inoubliable émission Chef-d'œuvre en péril qui a mobilisé les Français de 62 à 75. Un développement culturel admirable duquel ont émergé une pléiade d'artistes dont nous chérissons le souvenir. Macron voudrait que nous réinventons notre civilisation. Logique dans sa volonté de déconstruction du roman national qu'il a récemment appelé de ses voeux. Mais nous réinventer en quoi, Monsieur le Président? La réponse se situe en filigrane dans la phrase, je cite, « La France, ce n'est pas une identité figée. Il faut dire à ces hommes et à ces femmes, parlant de l'immigration africaine, vous qui êtes là par les cruautés de l'histoire, par la volonté de vos grands-parents, de vos parents, ou par la vôtre propre, vous êtes une chance pour notre pays. » Fin de citation. Nous y voilà. À la créolisation raciale appelée de ses voeux par Jean-Luc Mélenchon répond une créolisation civilisationnelle voulue par Macron. Encore que ce mot créolisation est impropre car difficile d'associer à ce savoureux et riche mélange qui marque la France d'outre-mer la colonisation de peuplements arabo-afro-musulmanes dont émanent les plus graves défis qui touchent notre pays depuis la guerre. Islamisation obscurantiste, terrorisme, communautarisme, insurrection rampante des quartiers dans tout le pays, attaques continuelles contre les forces de l'ordre, racisme anti-blanc et intercommunautaire, surdélinquance, surcriminalité, ensauvagement généralisé, la France Mad Max. Et en face, de quel enrichissement bénéficions-nous donc? Ils font les boulots que les Français ne veulent pas faire, nous dit-on. Pas complètement faux, mais la phrase doit être complétée par « à ces salaires-là ». Et c'est bien pour cela qu'une partie du patronat, et pas seulement le CAC 40, réclame de l'immigration et adore le travail détaché. Le problème, c'est que le taux de chômage très élevé que l'on constate dans cette immigration, qu'elle soit fraîchement arrivée ou de deuxième voire de troisième génération, trouble cette analyse. D'un côté, nous avons des employeurs qui nous disent ne pas trouver de candidats pour des tas de jobs. De l'autre, des immigrés maghrébins et subsahariens 3 fois plus au chômage que les Français de souche et les immigrés européens. La source est celle de l'INSEE. Alors de deux choses l'une, ou bien ces immigrés sont loin d'être tous prêts à faire les jobs que les Français ne veulent pas faire, ou bien ils n'ont pas la formation nécessaire aux besoins de notre économie. Du coup, il est où l'enrichissement? Il est où le maçon italien ou portugais, le mineur polonais, l'aide de vie espagnol et son compagnon carleur qui se mettaient au boulot dès leur arrivée et qui flanquaient une raclée à leurs gosses quand ils faisaient les cons? Je ne reviendrai pas longuement sur la bouffonnerie du 9-3 à qui il manque la mer pour être la Californie, dixit Emmanuel Macron. Il nous prend vraiment pour des cons. Notre silicone voilé génère en termes de start-up essentiellement des VTC, des kebabs, des librairies islamiques et des magasins de hijab. Non, ce n'est pas une caricature. Les grandes entreprises qui y sont implantées n'ont fait que déplacer des équipes historiquement basées à Paris ou à La Défense pour des locaux moins chers et bien desservis par une infrastructure de transport qui dément les jérémiades victimaires sur l'enclavement et l'isolement de ces quartiers. Détrompez-vous, je ne stigmatise absolument pas ce département de France, même s'il est un peu moins français tous les jours. Ce n'est pas la faute de son peuple, des origines et des immigrés assimilés qui y ont fait leur vie avant d'être soumis à une invasion que personne n'a voulu arrêter. D'ailleurs, quels sont les noms d'entrepreneurs qui ont vraiment marqué notre pays venant du monde arabe et africain? 2. Mohamed Altrad, syrien musulman, un type brillant qui a fondé le groupe éponyme devenu leader dans les services et équipements pour le BTP, et Jacques Saada, libanais chrétien, à qui nous devons la formation d'un des plus grands groupes maritimes mondiaux, la CMA-CGM.
Enrichissement culturel peut-être? D'accord, lequel? Le rap par exemple, une musique qui dans sa majorité est un fécalome anti-français, raciste, sexiste, homophobe et antisémite? Le voile, étendard féminin d'un obscurantisme qui se confond avec la montée d'un véritable islamo-fascisme? Le retour du patriarcat et le harcèlement de rue dans des territoires entiers de notre pays? Demandez aux femmes si elles apprécient ce genre de progrès. Ah oui, il y a le couscous et le kebab, qui sont très bons d'ailleurs, mais ça fait un peu cher l'exotisme culinaire, vous trouvez pas? Non, certaines immigrations ne nous ont pas globalement enrichis. Il ne s'agit pas de nier les efforts et les résultats remarquables de nombreux Mohamed, Yasmina, Fatoumata, Moussa ou Félicien, qui sont effectivement un peu plus pour la France. Mais si l'on met en face tous ceux qui nous pourrissent la vie ou nous coûtent un pognon de dingue et parfois les deux, les Français se rendent bien compte qu'ils n'y ont gagné ni au tirage ni au grattage. Ils n'ont pas la même opinion de l'immigration européenne, celle de l'Asie jaune et chrétienne d'Orient, qu'ils jugent globalement positive, sauf s'agissant du travail détaché qu'ils considèrent déloyal et à juste titre. Bref, la diversité ethno-culturelle, c'est peut-être bien, mais on en a fait le plein, voire le trop-plein. La France le sait, la grande majorité le dit franchement, mais le chef de l'État et le parti moutonnier qui le soutient, plutôt en panne qu'en marche, refusent de l'admettre. Je ne parle même pas des partis carrément collaborationnistes de l'invasion, que sont les Verts, la France Insoumise ou ce qui reste du Parti Socialiste. Pour être juste, il n'y a pas que des âneries dans le texte présidentiel. La reconnaissance des dégâts de la désindustrialisation, de la prévalence de certains corporatismes dans la haute fonction publique française, de la beauté de la ruralité, etc., sont frappés au coin du bon sens. Jupiter n'est pas sot, c'est juste qu'il ne sert à rien. Il n'échappe à personne que cette logorrhée marque le premier pas d'une campagne qui s'amorce pour l'Élysée. Il fallait bien parler à cette grande bourgeoisie parisienne et de la banlieue ouest qui avait largement financé l'élection de l'un des siens. C'est de bonne guerre. Je conclurai mon propos par un message au chef de l'État. Monsieur Macron, vous êtes le président de la fin d'un mauvais âge. Cette longue parenthèse de 40 ans entamée sous François Mitterrand, qui nous a fait tant regresser dans tant de domaines. Pas tous certes, mais dans ceux qui conditionnent notre avenir, l'identité et l'économie. Il faut tourner cette page et écrire un nouveau chapitre de l'histoire de France. Mais confier l'écriture de ce nouveau chapitre aux auteurs de ce déclin historique est une pure folie. La France est résiliente, dit Macron. Oui, et elle l'a prouvé en demeurant à peu près debout, malgré les trahisons et les erreurs des élites qui la gouvernent depuis si longtemps. Il est temps que la France passe à la reconquête d'elle-même avec un commandement qui allie compétence et passion pour la nation. Vive la France, vive la République et vive le peuple français.